Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et merci d'être avec nous en cette fin de week-end, fin de dimanche, 18h. J'espère que ça roule bien pour vous. Salut Pierrot. Salut Malolo, comment ça roule? Eh ben moi ça roule plutôt pas mal. On a beaucoup d'actualités évidemment, on s'en rend compte autour de l'automobilisme, de la route, des carburants. Enfin alors là, on est au centre de ce qui se passe dans le pays, quoi. On va décrypter la semaine prochaine d'ailleurs toutes ces annonces. On va revenir dessus, la tête bien reposée, parce que cette semaine, on a décidé de décrypter une autre information, celle des annonces d'Emmanuel Macron. Attention, pas sur les carburants. Là, on va partir sur les annonces, notamment sur quels véhicules demain. Les annonces des millions de véhicules électriques qui seraient produits en France. Super, mais il n'y a pas de prise. Donc, on va peut-être reprendre le problème à la base. Bref, on va essayer de creuser un petit peu tout ça avec notre invité Malolo. Et puis, en deuxième sujet également, nous allons parler des voitures électriques. Ces voitures électriques qui, peut-être pour les loueurs de voitures, seraient de l'ordre de 75% d'ici 2024, 100% pour certains loueurs de voitures en 2027. Est-ce la pré-annonce d'une électrification totale de notre parc roulant? On en parlera également avec nos invités. Et puis, ça en a l'air quand même. C'est fou, hein. Ça en a l'air, c'est marrant. Est-ce que tu te souviens, Malolo, il y a quelques années, quand on était jeune et beau, on l'est toujours évidemment, surtout toi. Jeune surtout. Mais est-ce que tu te souviens quand on parlait de véhicules électriques il y a 6 ans, on parlait d'un fantasme. On parlait de quelque chose qui n'existait pas trop, avec une autonomie misérable. C'était une Et là, ça y est, il y a une espèce d'électrification qui se met en place. Je ne crois pas encore à l'électrification totale, je crois au mix énergétique. On va en parler. Les loueurs qui passent au 100% électrique. Bon, je me dis qu'il va pas falloir vouloir aller très très loin, parce que sinon ça va poser problème. Et évidemment, à la fin de notre rendez-vous, vous avez la parole pour venir échanger avec Pierre Chasseret, qui mettra évidemment sa casquette, qu'il a toujours avec lui d'ailleurs, de délégué général de 40 millions d'automobilistes. Tout ce qui vous énerve sur la politique routière, tout ce qui se passe en ce moment, vous automobilistes, vous venez en parler avec l'ami Pierre. Ce sera aux alentours de 18h50 pour l'heure. C'est parti, ça roule avec vous le dimanche à 18h. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Évidemment, vous pouvez réagir aussi à nos sujets en nous appelant au 0826 300 300 ou en nous retrouvant sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, Pierre, a présenté un plan industriel qu'il a nommé France 2030, d'un montant de 30 milliards d'euros investis. Pour l'automobile, il s'agira de produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides à l'horizon 2030 et d'amorcer un changement culturel. Oui, alors moi il y a un truc déjà qui m'a échappé, on va en parler avec notre invité. Bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour. Bonjour. Donc, alors Fabrice Godefroy, pareil, plein de casquettes. Expert mobilité, 40 millions d'automobilistes. Oui, et puis aussi le boss d'IDLP, qui est le numéro 1 de la pièce détachée indépendante en France. Fabrice, moi j'ai entendu 2 millions de véhicules électriques et j'ai entendu derrière produits en France. Alors déjà, il y a deux choses qui me choquent, c'est 2 millions de voitures électriques produites, mais en France, on est capable, en France, de produire encore des voitures ? Le problème actuellement, c'est un changement radical. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours. Il a un discours assez amer sur le bilan de ces 30 dernières années dans l'industrie automobile. Parce qu'effectivement, quand on voit que, par exemple, la Dacia Spring, qui est la petite voiture électrique, la sans voiture bande du peuple d'autonomie, et puis elle est surtout 100% fabriquée en Chine. Quand on voit que les petites Smart électriques aujourd'hui, qui sont fabriquées sur le territoire français, en Moselle, en Bach, vont partir en Chine l'année prochaine. Donc effectivement, je comprends très bien. Je pense qu'il a la vision évidemment logique. On sait que la Commission européenne va nous lancer à fond sur le véhicule 100% électrique. Pour l'instant, c'est un peu le néant. Je rappelle quand même que 80% des batteries des voitures électriques sont fabriquées en Asie, alors que c'est 40% de la valeur intrinsèque d'une voiture, donc c'est extrêmement important. Et comme il l'a dit, d'ailleurs sa phrase, c'est un très bon résumé, il a dit on va quand même pas, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays quand même constructeur, rouler plutôt vert, entre guillemets, sur le véhicule électrique, mais vert, avec des voitures qui ne seront plus produites sur le territoire français. Donc le constat actuel, c'est celui-ci. Ça part d'un bon sentiment, entre guillemets, même si on ne fait pas du sentiment. C'est un vœu pieux, mais il a complètement raison. Et puis alors, on décrypte un petit peu, véhicule, quand il dit véhicule électrique, il parle aussi d'hybride. Tout à fait, évidemment, à mon avis. Mais et c'est là où les mots ont une importance, c'est que on se dit véhicule électrique. Nous, on pense tous, dès qu'on nous dit véhicule électrique, on pense forcément au véhicule 100% électrique. Non, pas du tout. Dans l'esprit du président, on va vers le véhicule électrifié et une gamme électrifiée. Hydrogène aussi alors.
L'hydrogène peut être considéré dans l'électrique, puisqu'on alimente une pile à combustible, c'est une motorisation type électrique. Mais je ne pense pas qu'on en produira 2 millions en France d'ici 2030. Plutôt 2, mais pas 2 millions. En tout cas, sur le véhicule électrifié, il y a l'hybridation, mais l'hybridation, là où je comprends pas, et où j'ai besoin qu'on m'éclaire, je suis un gars très basique et parfois très bête. Il y a un truc que je comprends pas. D'un côté, oui, parfois, des fois, il y a une lumière au fond de la cave, regarde. Là, on a 2 millions de véhicules électrifiés qui vont être produits. Dedans, une majorité d'hybrides, fatalement. Les hybrides sont touchés par les zones à faible émission. Et donc n'auront plus le droit de rouler dans les grandes villes. Donc en 2030, on produit des véhicules hybrides selon le président Macron, mais les zones à faible émission vont sortir les véhicules hybrides du parc. Je comprends pas. Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, quand on regarde le système des vignettes critères, qui est obsolète d'ailleurs. Mais excusez-moi, parce qu'une critère hybride, on est sur 1 quand on est en essence hybride. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas encore sorti des ZFE quand on est 1 oui, en mais critère par exemple, 1. Quand on prend le Grand Paris, le Grand Paris et Paris, par exemple, elle a annoncé parce qu'il y a aussi, plus d'essence en 2030. Plus diesel en 2024, plus d'essence en 2030. Mais quand on regarde le schéma, c'est plus de vignette critère 1. Et comme les hybrides sont dans la vignette critère 1, logiquement, par rapport à ce système-là, les hybrides sont concernés. Ça, c'est qui a annoncé ça ? Le Grand Paris, effectivement. Ça, c'est annoncé. Ça sera sur toutes les zones, normalement, ZFE, il y en a 11 à venir sur le territoire français. Il y a 11 grandes villes en France, métropoles, et puis après, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui seront touchées avec des agendas différents. Mais si on revient sur la question vraiment de notre sujet, puisque ce président de la République, Emmanuel Macron, qui aimerait 2 millions de véhicules électriques et hybrides en France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même très très peur que tout se fasse à l'extérieur de notre pays, en Asie. Et on a posé la question évidemment au début de l'émission. On a Jean-Pierre qui nous appelle de Montpellier pour nous donner son avis aussi. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Laurence, bonjour Pierre et bonjour votre invité. Salut Jean-Pierre, j'arrive très vite, vous bougez pas, j'arrive dans quelques heures à 7. Alors vous pouvez passer à la maison, il y a toujours une bricole à faire. Hein. À bricoler, non, mais s'il y a des trucs à manger, à boire, on le vient. Revenons sur il n'y a pas de souci pour ça Pierre, il n'y a pas de souci. Sur le sujet, Jean-Pierre, sortie Vendargue. Vous pensez-vous qu'on peut vraiment tenir avoir un vrai rôle dans cette course sur la voiture électrique qui est quand même très en Asie en ce moment ? Je pense que vous plaisantez là. Vous n'y croyez pas du tout en fait. Fabriqué en France ? Mais qu'est-ce qu'on fait en France ? Plus rien. Plus rien. Les Chinois sont partout. Non, c'est même pas la peine. C'est un doux rêve qui caresse Manu là. Hein. C'est terrible parce qu'au moment où Jean-Pierre s'exprime, je cherche et j'ai envie de vous contredire, hein, Jean-Pierre. Et je cherche et dans ma tête, je me suis dit nanotechnologie, biotechnologie et je me dis mince, non, on a été battu. Et en fait, je me dis que Jean-Pierre, vous avez pas tort. Et surtout, il y a une autre question. Vous vous souvenez des annonces du candidat Macron de l'époque ? C'était de faire de la France le pays numéro 1 de la batterie électrique. Bon, j'ai toujours pas vu une batterie, moi. Fabrice Godefroy, la réaction de Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, vous voulez dire ? Faut lui dire, vous vous rappelez de ce que j'ai connu ? Oh Manu, descends un peu, hein. Qui voit dans la rue, quoi. Fabrice, est-ce que vraiment en France on ne peut plus construire parce qu'on construit des choses quand même. Le constat, il l'a fait lui-même. Il l'a même appelé cruel vis-à-vis de l'industrie automobile ces derniers temps. Donc c'est vrai que depuis 30 ans, on n'est pas dans le coup là-dessus. Les stratégies ont été vraiment sur l'exportation de notre industrie, etc. Mais il est évident que si on veut reprendre en main l'industrie française, il va falloir produire des batteries électriques. Alors il y a des projets quand même. Il y a 3 projets de gigafactory qui vont se faire notamment dans le nord de la France sur justement de la fabrication des batteries, plutôt l'assemblage. Mais la question qu'on peut se poser, je pense que l'ambition, on peut peut-être y arriver à le faire, parce qu'on a des projets. Par contre, il y a plusieurs choses qui, à mon avis, ont posé un problème. Bon, déjà, la Chine est en pole position sur tout ce qui est matière première, c'est-à-dire l'extraction du lithium et du cobalt et le raffinage. Ça, on ne va pas le faire en France. Donc, de toute façon, on sera client de la Chine par rapport à ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être compétitif par rapport à ça. Jean-Pierre, ça vous fait rire ? Oui, on sera compétitif. Est-ce qu'on sera capable de produire des batteries électriques moins chères que l'Asie ? Alors peut-être qu'avec des nouvelles technologies, et justement c'est là où je pense qu'ils essayent de jouer les constructeurs, c'est sur une avancée technologique de recherche et développement sur les batteries pour voir justement avoir une meilleure autonomie et tout. Donc si effectivement on arrive à produire des batteries qui sont technologiquement plus avancées, peut-être qu'on pourra gagner la bataille. Jean-Pierre a rigolé, ouais. Non, c'est un doux rêve là. Hein. Vous n'avez pas du tout confiance, vous ?
Ah non, mais ça fait combien 4 ans qu'ils nous promènent là? Vous pensez qu'ils vont faire à pied, dans les années suivantes? Mais sans parler de politique et de l'homme politique et du président de la République, est-ce que vous pensez qu'en France, on est incapable de réagir et de créer nous-mêmes soit nos batteries, soit de continuer le développement? Enfin, vous voyez la question que je pose? Je pense que les Chinois ont beaucoup plus de moyens, sont beaucoup plus courageux pour avancer dans ces systèmes-là. Hein. Moi, ce que j'entends chez vous, Jean-Pierre, le problème, il est là. Hein. Ce que j'entends dans votre discours, j'ai la sensation qu'au-delà du président Macron, il y a une certaine... de manière amusée, parce que vous êtes sympa avec ça sent, mais il y a une voix désabusée. C'est-à-dire qu'on sent comme une certaine lassitude face à des annonces, des messages qui viennent pas, qui changent pas grand-chose à nos vies. J'ai l'impression de sentir, c'est la réflexion que je me suis fait l'autre jour, je regardais les sondages et je me suis dit, mais en fait, le plus grand parti de France, faut pas oublier que c'est les abstentionnistes. Donc c'est les désabusés. J'ai l'impression que Jean-Pierre, permettez-moi, je vous classe là-dedans, un peu comme moi. J'entends très mal, par moment, ça coupe. Ah, bah c'est peut-être... vous êtes où à Montpellier? C'est Emmanuel, il a coupé la ligne. Je suis à Bayargues. Mais en tout cas, voilà, on entend... Je suis à Bayargues, en pleine garrigue. Bon, profitez bien de la belle région. De toute façon, Emmanuel Macron met la pression sur le dos des constructeurs en leur disant que pour l'instant, depuis 30 ans, il n'y avait pas de collaboration entre eux, qu'ils avaient être trop délocalisés. Donc il leur met vraiment la pression et il leur dit il faut qu'on y arrive, mais sans vous, on n'y arrivera pas. Moi, j'y crois quand même un peu. Je me dis que c'est pas... L'objectif 2030, de toute façon, il faut y aller. On n'aura pas le choix. Parce que sinon, si la France ne décide pas à un moment donné de prendre un leadership sur un secteur qui touche à la mobilité, on est mort. Et ce qui me gêne encore plus, par contre, et là je me dis là, on va droit dans le mur, c'est que derrière, il y a une bobologie ambiante, anti-voiture, anti-électrique, anti-tout ce que vous voulez, qui fait que de toute façon, on a un frein qui s'appelle la décroissance. On a une minorité de bobos qui a décidé de faire que du vélo et du vélo cargo. J'ai encore eu je ne vais pas dire le mot, mais quelqu'un qui a une idée brillante et qui me l'a conseillé sur Twitter l'autre jour, il m'a dit, vous avez une famille avec 3 enfants, pourquoi vous achetez pas un vélo cargo pour partir faire vos courses? Eh ben oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis à 22 km du centre commercial. Voilà. On continue d'en parler dans quelques instants. Et puis, il y a aussi une autre question, hein, c'est que si effectivement la France n'arrive pas à se relever de cela et à prendre le bon virage, il y a combien, la filière automobile emploie combien de personnes en France aujourd'hui? On en parle dans quelques instants. On continue de parler effectivement de cette question que l'on vous pose sur Sud Radio dans Ça roule. La France est-elle capable d'être de nouveau un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? On vous attend 0826 300 300. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Pour répondre au déficit de la croissance de la France et développer les filières du futur comme l'hydrogène, par exemple, l'électrique ou même l'hydrogène vert, les semi-conducteurs ou encore les batteries pour les véhicules électriques, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté un plan industriel d'un montant de 30 millions d'euros investis. La question que l'on pose dans Ça roule ce soir, dimanche, fin de week-end, c'est la France est-elle encore capable d'être un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? 0826 300 300, vous n'hésitez pas à venir nous donner votre avis. Et on l'était. Mais oui, on l'était. Bon, on était même un des premiers. On a été le premier précurseur. Il y avait des centaines, des dizaines de marques automobiles en France. Elles ont toutes disparu. Panhard, Talbot. Talbot, c'est plus récent, hein, mais toutes ces marques ont disparu. On n'entend plus parler. Moi, je voudrais revenir sur l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène vert, c'est déjà l'hydrogène, c'est populaire auprès des Français. Et puis tout à l'heure, j'ai dit, je cherchais un secteur dans lequel la France pouvait avoir un rôle d'acteur, pionnier un peu. L'hydrogène, c'est le cas. On a quand même une usine Toyota du côté de Grenoble, dans le bassin grenoblois, où là, ça bosse sur l'hydrogène. Mais alors, l'hydrogène, j'ai compris. Je sais que d'un point de vue écologique, même si c'est pas ma tasse de thé. Moi, je m'occupe avant tout de ce que payent au final les automobilistes. Mais bon, il faut quand même que ça soit respectueux de l'environnement. D'un point de vue écologique, l'hydrogène, c'est une catastrophe. Par contre, c'est quoi l'hydrogène? C'est-à-dire que le bilan carbone et le bilan environnemental de l'extraction et de la production d'hydrogène est dramatique. Il vaut mieux être sur du diesel ancien, vraiment, que sur de l'hydrogène. Ah ouais. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron parle d'hydrogène vert. Alors, quoi l'hydrogène vert? Justement, on peut y avoir débat là-dessus. Actuellement, attendez, expliquez-moi avant, pourquoi c'est à ce point dramatique? C'est quoi le délire? Actuellement, 95% de l'hydrogène qui est fabriqué actuellement, qui est produit actuellement, est fait à base d'énergie fossile. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. D'accord. Après, il y a l'hydrogène jaune,
qui est fabriqué à base de nucléaire. Donc c'est là où Emmanuel Macron dit on a un atout en France, c'est qu'on a 70-75% d'électricité nucléaire, donc on pourrait produire un hydrogène décarboné. Donc, mais pour moi qui est jaune. Donc, pour être très clair, l'hydrogène propre, c'est un hydrogène d'électricité renouvelable. Vert. Oui, mais alors l'énergie renouvelable. Alors stop. Allez, temps mort. Là, ça suffit. L'énergie renouvelable. Faut être très clair. Hein. Aujourd'hui, si on a un tarif d'électricité en France qu'on juge nous déjà trop élevé, il faut savoir que si demain on faisait tout tourner à l'éolienne, c'est 4 fois plus cher la facture d'électricité. Donc, faut arrêter de nous raconter. Au-delà de ça, est-ce que l'éolien aujourd'hui peut fournir assez d'énergie? Si t'en mets une sur ton toit de bagnole, mais tu passes plus les ponts. Hein. Mais Pierre vient de toucher un point. Elle vient de toucher un point, c'est que l'hydrogène d'hiver, parce que pour moi... D'hiver ou d'automne? Pardon. Le problème, c'est qu'il est 3 à 4 fois plus cher à produire que l'hydrogène gris, donc fossile. Donc c'est ça aussi le problème. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au niveau des mobilités, déjà on sait que c'est plus cher au niveau de l'achat de la voiture. Si l'hydrogène, en plus, est 3-4 fois plus cher que l'hydrogène qu'on produit à 95% actuellement dans le monde, ça va pas être facile. Ça va être la voiture du bobo qui veut montrer que... aujourd'hui, il y a une voiture qui est franchement, c'est une superbe voiture. Hein. La Toyota, c'est Mirai, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est le ticket d'entrée, c'est 70 000 sur l'hydrogène. Et derrière, je vous mets au défi d'aller faire le plein d'hydrogène quelque part. Moi, je passais chez Leclerc, Carrefour et Auchan, je n'ai pas trouvé d'hydrogène. Est-ce qu'on peut parler vrai un peu sur Sud Radio, là, dans Ça roule là, il y a plein de choses parce que sur Sud Radio, on parle vrai tout le temps. Pose des questions, on va y aller cash. On est en train de nous prendre quand même pour des blaireaux, excusez-moi l'expression, parce qu'on nous survend l'électrique, on n'est pas encore complètement prêt. On nous survend l'hydrogène en ce moment, il y a des campagnes publicitaires partout. C'est inaccessible financièrement. C'est beaucoup plus polluant, a priori, c'est moins sympa. On va être très clair. Si demain tu veux, mais c'est pas ça, mon loup. C'est pas ça la question. C'est quand est-ce qu'on arrête de nous prendre pour des... Après la présidentielle, pendant 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on nous pousse? Moi, il y a une phase qui m'a marqué dans ce qu'il a dit, et il a raison là-dessus. Il a dit une grande nation de l'automobile comme la France ne peut pas rouler vert avec des voitures qui ne sont plus produites en France. Le problème, c'est que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et en plus, on est en train de le sponsoriser. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait des bonus principalement sur des voitures électriques dont lui-même dit qu'ils ne sont plus produits en France. Oui. Donc on sponsorise qui? L'Asie, la Chine et nos concurrents. Donc moi, c'est plutôt ça qui me choque, c'est-à-dire que le constat actuel qu'il fait, et sur lequel il a complètement raison, on est en train de le sponsoriser actuellement. Moi, donc on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on pousse du véhicule électrique. Mais au-delà de la politique. Moi, ce qui me gêne, c'est la schizophrénie. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit oui, il faut décarboner, il faut plus de voitures diesel, il faut plus de voitures essence, et en même temps, on nous dit oui, mais il faut sortir progressivement de l'énergie nucléaire. Ah bon? Et comment on fait? Si demain, on veut 40 millions de voitures électriques ou hydrogène dit vert, mais la production électrique, faut quand même la faire. La production électrique, c'est pas des gars qui pédalent dans la cave. C'est aujourd'hui l'énergie française, c'est l'énergie nucléaire. On ne peut pas être favorable aux véhicules électriques dits plus propres en tout cas, et en même temps être opposé au nucléaire. Ça me rappelle, moi j'ai l'impression d'être dans une schizophrénie avec Europe Écologie Les Verts dans le milieu. Qui vous disent qu'il faut des bagnoles électriques, mais il faut pas de nucléaire. Concrètement. Ça veut dire quoi si le plan annoncé pour France 2030 par Emmanuel Macron fonctionne? Ça veut dire qu'on va avoir des usines poussées, Fabrice Godefroy, qu'il va y avoir des investissements forts en France, qu'on va vraiment se donner les moyens, 30 millions. Que dit le CNPA, qui est quand même le Comité national des professionnels de l'automobile? Ils vont jouer aussi, alors justement, ça, il l'a dit. C'est-à-dire que l'État doit mettre des sous, évidemment, dans tout ce projet-là. Il doit s'investir, mais il l'a dit lui-même, Emmanuel Macron, il a dit les constructeurs, évidemment, doivent participer à tout ça et avoir la bonne stratégie, ce qu'ils n'ont pas eu pendant 30 ans. C'est lui-même qui le dit. Il les a quand même pas mal critiqués par rapport à ça. Il avait raison ou pas? Le problème, non. Pour moi, non. Je vais te répondre très clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir des changements de cap réguliers, leur dire, voilà, il faut que vous fassiez maintenant des carburants décarbonés, avoir des normes extrêmement restrictives, et puis après, du jour au lendemain, tu investis là-dessus, et puis derrière, on dit, non, maintenant, c'est plus du tout le véhicule thermique décarboné qu'on veut, maintenant, c'est du véhicule 100% électrique. Donc, les changements de cap sont quand même extrêmement compliqués à suivre. Donc, les constructeurs, ils suivent la politique. Carlos Tavares l'a dit, de toute façon, on lui impose le véhicule 100% électrique.
Bon, bah voilà, donc ils y vont, mais bon, on ne peut pas leur reprocher non plus d'avoir des stratégies qui changent toutes les 3-4 ans. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et pour l'automobiliste, Pierre, c'est la problématique, ça va être évidemment le porte-monnaie aussi, parce que le choix, on est complètement paumé, on ne sait plus selon où on habite. Moi, ma maman qui a 80 ans me dit, Malolo, est-ce que je peux continuer de venir te voir avec ma voiture? Est-ce que je peux encore rouler avec sur la région? Et puis on ne sait plus. En fait, nous, on est dedans. Moi, c'est mon métier au quotidien. Fabrice Godefroy aussi. Donc nous, on est au courant de tout ce qui se trame, etc. Je mets à la place de celui qui nous écoute, qui écoute ça roule, il veut de l'information claire, parce qu'il est habitué à ça de nous. Et aujourd'hui, certains se disent, mais qu'est-ce que je dois acheter comme voiture? Est-ce que je vais avoir le droit de rouler? Est-ce que d'ailleurs, je vais continuer à avoir du carburant accessible en prix? Est-ce que les prix ne vont pas s'envoler? Est-ce que le cours du baril il va pas monter au-dessus des $100? Puis là, ça fait mal en ce moment. Mais non, mais ça va monter encore. Les prix du baril, il va monter. Vous savez que même moi, excusez-moi, je ne vais pas parler que de moi, et ça n'a pas d'intérêt, mais je fais hyper attention aux kilomètres que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je laisse de plus en plus souvent la voiture. Sauf que ça fait du bien aujourd'hui, quand on est en banlieue, périphérie d'une grande ville, ok, pourquoi pas? On peut se débrouiller. Mais il y a 80% de nos trajets qui sont des trajets totalement contraints. Ce qui me gonfle, moi, mais vraiment désolé, mais ça me gonfle, c'est qu'on dise toujours, j'ai entendu ça depuis 3 semaines, oui, le déplacement essentiel en voiture pour aller au travail. Mais depuis quand le seul déplacement essentiel de nos vies, c'est le travail? Évidemment. Mais bien sûr que non. Emmener ses gamins à l'école, aller dans les services de santé, aller aux activités périscolaires, aller faire ses courses. Aller au restaurant avec les amis à 25 km. C'est aussi économique. Ça veut dire qu'on est en train, à cause de cette hausse de carburant, et puis on va accueillir Samy dans quelques instants, de recréer un autre confinement. C'est ça. Un confinement lié à un manque de mobilité. Très intéressant là-dessus. J'ai regardé quand même, parce que moi je suis un petit chenapan, j'aime bien regarder ce qui se passe, et lors des confinements, j'ai regardé ce qui était considéré comme essentiel en France. Tu devineras jamais, ma Lolo. Les stations-service, c'était essentiel. Alors, c'est marrant, c'est un bien de première nécessité quand on le veut, et puis quand on en le veut un peu moins, c'est moins un bien de première nécessité. En tout cas, on se fait matraquer à coups de taxes depuis maintenant des années, à plus de 60% de taxes sur les carburants. C'est inadmissible. Samy, il faut que durablement, ad vitam aeternam, on pense à baisser les taxes sur le carburant. Puis de toute façon, ça fera partie d'un énorme sujet la semaine prochaine. On va attendre, voir un peu tout ce qui se passe aussi en ce début de semaine. Et dimanche prochain, on en parle de cette hausse des carburants. La France est-elle capable d'être de nouveau un pays qui compte mondialement dans l'industrie automobile? C'est la question que l'on vous pose ce soir. On est dimanche soir. Samy est avec nous. Bonjour Samy. Bonjour Sud Radio. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Samy. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie de nous donner la parole. Pour répondre à la question, oui, la France peut, on a les moyens. Le Made in France est connu en plus en termes de qualité. Donc voilà. Après, il faudrait que au niveau fiscalité, l'État commence à baisser les charges pour motiver les sociétés et puis toutes les structures de recherche à se mettre en place, je dirais. Ouais. Pierre? Fabrice? Je pense, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir que... Alors, on n'a pas le choix, il faut y aller, parce que de toute façon, la Commission européenne va nous mettre la pression, comme tous les autres pays européens d'ailleurs, là-dessus, sur les véhicules 100% électriques. Pour l'instant, on n'est pas dedans. L'Asie a de l'avance, et en plus de ça, il va falloir être compétitif par rapport à l'Asie, et ça ne va pas être évident. Alors, il y a une phrase qui est intéressante que j'ai relevée, moi, dans son discours, justement, qui répond complètement à ce que vous êtes en train de poser comme question. Il a dit qu'il fallait créer un mécanisme d'ajustement aux frontières sur le bilan carbone. Donc, d'après ce que je comprends de ce que ça veut dire qu'il va falloir produire vert en France, et si on exporte ou on importe plutôt des véhicules, par exemple, qui ont été fabriqués, par exemple, en Chine, donc avec de l'électricité charbon, parce que quand on fabrique des batteries électriques en Chine, des usines avec des centrales à charbon, là, il va falloir taxer pour que ça soit moins compétitif pour entrer sur le territoire français et l'Europe. Donc, ce mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est peut-être ce que Emmanuel va faire. Mais on peut se poser la question du libre-échange. Non, mais oui, il y a ça. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que ça peut ralentir les pays... Vous voyez, est-ce que si on surtaxe les voitures qui arrivent de Chine, dont les batteries ont été faites... Des taxes. Oui, mais c'est ça. Il y a un moment, la France, stop. La France, c'est le pays numéro 1 champion des taxes. Il y a un moment où on doit pouvoir prendre le leadership par notre production, notre capacité à donner un avantage fiscal à ceux qui font en France, ceux qui font la France, ceux qui créent de l'emploi en France, ceux qui génèrent de l'économie en France, et arrêter de penser à taxer ce qui vient de l'étranger. Il ne faut pas surtaxer, il faut sous-taxer. Moi, ce que j'entends de la part d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de mettre comme une limite. C'est-à-dire que si vous faites vos voitures
à l'étranger, en Asie, machin. Et ben, sachez que pour arriver sur le territoire français, on donnera la priorité aux voitures faites en France par rapport aux vôtres qui seront taxées à la frontière. Ouais, mais tu vois, il faut un avantage fiscal parce que là, tel que c'est pris, ça veut dire qu'on va surtaxer un produit qui vient de l'étranger. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire accéder. Au contraire, on va encore augmenter le fossé qui sépare l'automobiliste de l'achat d'un véhicule. Ben on va le guider vers un achat plutôt français. Ouais, mais européen. plutôt français, tu coûtera plus cher, donc ça vaut pas le coup. Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est sur ces nouvelles technologies sur lesquelles il va falloir avoir un coup de main à ce niveau-là, c'est créer des zones franches, peut-être, avec des usines, avec des zones franches, ou une défiscalisation, ou une fiscalité qui soit plus adaptée pour toutes ces usines, justement, qui pour être compétitif par rapport à l'Europe et au monde. Tu sais, ce qui fout en l'air les mécaniques d'achat, etc., c'est que la France, c'est un millefeuille de taxes. On les empile les unes sur les autres, bim, 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 taxe sur la taxe, et j'invente une autre taxe pour couvrir la taxe qui n'était pas bonne. On se retrouve avec tellement de millefeuilles qu'on n'y comprend plus rien. Oui, mais là, c'était pas une proposition si ridicule que ça pour protéger. C'est un peu du protectorat, en fait, sur Faisons l'inverse. Faisons plutôt l'inverse. Une préférence fiscale dans le sens où on va détaxer ce qui est produit en France, on détaxe de manière à rendre plus compétitif. C'est bien aussi D'un autre côté, pour répondre à ça, les prochaines normes, parce que vous savez qu'il y a des normes sur les véhicules thermiques, il va y avoir des normes aussi sur le véhicule 100% électrique. Et les normes vont être calculées par ça, justement où elles ont été fabriquées, avec quelle électricité, est-ce qu'il y a du renouvelable dans les batteries. Donc de toute façon, les prochaines normes sur la batterie électrique et les voitures électriques seront justement avec ce genre de critères. Et ça augmentera le prix d'achat des véhicules électriques. Cas, et comme l'électricité augmentera aussi, parce qu'on ne va pas se passer de 45 milliards d'euros de taxes sur le carburant en France, donc il faudra bien les récupérer quelque part. Si les dieux de la radio nous confèrent d'exister encore en 2030 avec Ça Roule, on aura largement le temps d'en parler. Allez, merci beaucoup Fabrice Godefroy. Je vous propose de rester en notre compagnie, car dans quelques instants, nous allons évoquer un autre sujet. Merci à Samy d'avoir appelé Sud Radio 0826 300 300 et d'être intervenu. On va évoquer les loueurs des voitures qui commencent à penser vraiment leur flotte de voitures à louer en 100% électrique. Est-ce que vous êtes plutôt partant, et est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un gros changement culturel sur la voiture dans le monde en général? Mais est-ce qu'on ne va pas avoir des voitures en panne parce qu'il n'y a pas de borne? Allez, à tout de suite.